Auditeurs de Radio Djena, bonjour et bienvenue dans votre numéro de l'émission Santé Assure. Alors, les maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension représentent aujourd'hui un véritable défi de santé publique au Togo. Leur progression constante, notamment en raison des changements de mode de vie, de l'urbanisation croissante et de l'évolution des habitudes alimentaires, soulève de nombreuses interrogations. Et dans ce numéro de Santé Assure, nous revenons sur les causes, les conséquences et les traitements. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour freiner cette progression de ces maladies non transmissibles? Et nous en parlons avec notre invité, docteur Agbeko Sogbo. Il est médecin au CHU. Il nous donnera la précision tout à l'heure. Docteur en spécialisation de la médecine interne. Docteur, bonjour. Bonjour. Je suis Edwige Apedo. Alors, docteur, une précision. Vous êtes médecin dans quel CHU? Je suis médecin au CHU Sylvanus Olympio. D'accord. Mais je n'ai pas précisé ça parce que dû à notre spécialisation, on intervient dans tous les CHU. Et donc, vous êtes donc médecin au CHU, donc vous intervenez dans plusieurs CHU. Et donc, comme je le disais, votre spécialisation, c'est la médecine interne. Oui, la médecine interne qui est très mal connue ou peu connue par la population parce que les médecins internistes sont peu et ne font pas la publicité de leur spécialité aussi. Alors, quand on dit médecine interne, c'est quoi? C'est le médecin qui fait le diagnostic des maladies rares, des maladies très difficiles à diagnostiquer et qui prend en charge des malades qui ont des polypathologies. D'accord. Quand on parle de polypathologie, peut-être que c'est un français médical, mais c'est un malade qui a plusieurs diagnostics, qui a plusieurs pathologies. Il y a plusieurs maladies à la fois. Et donc, vous êtes dans cette spécialisation. C'est ça. D'accord. On parlera de ce domaine-là dans un autre numéro de Santé Assure. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aux maladies non transmissibles. Alors, est-ce que vous avez constaté que les cas de ces maladies augmentent au Togo? Au Togo, c'est de l'ampleur. Selon l'OMS, chaque année, nous augmentons de 10%. Pas seulement au Togo, mais en Afrique subsaharienne et en Afrique en général. Nous augmentons chaque année en exponentiel de 10%. Donc chaque année, le taux augmente. Augmente. Alors, quelles sont les principales causes de l'augmentation de ces maladies, maladies non transmissibles? Il s'agit notamment du diabète, de l'hypertension. La cause, ou bien les causes sont nombreuses. L'une des causes, c'est les gènes de transmission. Quand les parents ont, ils transmettent à leur progéniture. Donc, quand un parent a, il transmet déjà 5 progénitures. C'est déjà l'augmentation du nombre. Maintenant, l'acquisition aussi, c'est très rapide dans nos domaines ici, dû à nos alimentations, à notre mode de vie. Le stress que nous accumulons dû à beaucoup de facteurs que nous connaissons tous. Le stress du travail, le stress de la maison, le stress des études. Donc, c'est des causes que nous devons mettre dans notre tête. Et aussi le manque de repos. Le manque de repos, ce sont des causes. Vous avez parlé tout à l'heure de la transmission génétique. Ça veut dire que lorsqu'un parent a l'une des maladies, automatiquement, c'est-à-dire la génération suivante aura la même maladie et ça continue. Oui, ce n'est pas automatiquement. Oui. Ça peut transcender de petits-fils aussi. Mais c'est que dès qu'un parent a le diabète ou bien la tension, c'est déjà un facteur de risque pour l'enfant ou bien pour les petits-enfants. Donc, ce qui veut dire que dans la famille, il y aura probablement très fort probablement. Très fort probablement. Et l'autre aspect, c'est l'alimentation. Dans quelle mesure nos changements, on va dire, les changements de mode de vie sont à la base également de ces maladies? Depuis un certain temps, nous avons l'affluence de manger tout ce qu'on veut. Pas ce qu'on peut, mais tout ce qu'on veut, tout ce qui tombe sur la main, et surtout des aliments exotiques. Quand on parle des aliments exotiques, c'est entre-temps les sushis, les shawarma, tout ce qui n'est pas local. D'accord. C'est vrai que dans la politique nationale... Les aliments rapides. Les aliments rapides, pas seulement les aliments rapides. Entre-temps, dans la politique nationale, il a été conseillé de consommer local. Oui. C'est pas seulement parce que
le pays veut accroître son économie, non, mais aussi c'est la santé qui est en jeu. Quand nous mangeons local, nous croissons pas seulement notre économie, mais nous gardons en bonne santé. Quand nous mangeons les produits exotiques, les produits importés, nous ne savons pas de quelle matière ils ont été formés, de quels produits agrochimiques ils ont été cultivés, et les transformations qui ont été faites, nous ne les connaissons pas. S'ils ont suivi les normes d'ICA, on ne sait pas. Donc, ce sont des choses qui mettent en jeu notre santé. Les produits gras, qui sont aussi les premiers enjeux de la santé. On va dire les premiers destructeurs. Les premiers destructeurs. Donc, c'est les produits que nous importons souvent. Et nous sommes toujours dans les bars en train de les manger, toujours. Et c'est ça qui est très, très dangereux pour notre santé. D'accord. Vous avez parlé des aliments exotiques, c'est-à-dire, vous avez cité certains aliments, les fast-food, ce qu'on retrouve dans les restaurants fast-food et tout. Mais on a constaté que ces genres d'aliments pullulent un peu partout dans le pays. Est-ce que c'est aujourd'hui une inquiétude pour vous en tant que spécialiste de la santé? Je ne pourrais pas dire non, puisqu'on n'a pas encore fait des recherches sur le terrain. S'il y a des recherches, je ne le sais pas, parce que je ne suis pas omni. Oui. Mais quand même, quand on se rend compte, c'est que la majorité des jeunes se tournent vers ces genres d'aliments. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous? C'est très, très inquiétant, surtout pour le médecin, quand des gens viennent avec des pathologies qu'ils ne voient pas couramment dans la société d'aujourd'hui. Il est forcé de se recourir à les types de nourriture qu'ils mangent. Souvent, on ne les dévoue pas. On dit non, j'ai rien mangé, j'ai mangé à demain, hier, j'ai mangé la pâte. Souvent, on ne donne pas ce qu'on a mangé. On oublie même qu'on a mangé. On oublie peut-être une pizza. Une pizza, c'est ça. D'accord. Et donc, c'est un problème de santé aussi parce que ces aliments posent problème. Vous avez parlé du gras. Les produits gras, qu'est-ce qu'on met dans Est-ce que c'est de l'huile? Est-ce que c'est de la viande? Qu'est-ce qu'on met dans les produits gras? Les produits gras sont nombreux, mais en Afrique, spécialement au Togo, on ne peut pas mettre la viande dedans. Pourquoi? Parce que combien de personnes ont l'argent pour manger la viande? Quand nous prenons les pays européens, c'est qu'ils mangent le poulet, ils associent le poulet à un petit riz. Mais nous, au contraire, nous mangeons le riz et nous associons le poulet. Maintenant, c'est quel type de poulet? D'accord. C'est ça le problème. Comment ça a été cuisiné? Donc, c'est tout ça, là, l'assaisonnement. Est-ce que ça a été fait à la norme ou bien on a utilisé de l'huile frelatée quelque part pour cuisiner? C'est tout ça qui vient en jeu. Donc, ça veut dire que le choix des aliments... Pas seulement le choix, mais la cuisine aussi. La cuisson. La cuisson. Ah, d'accord. On peut bien choisir les aliments. Les aliments peuvent être bio, mais dans la transformation, c'est ça. Vous créez des problèmes de santé. Des problèmes de santé. D'accord. Alors, on a parlé de la génétique, mais comment arriver à freiner cela par rapport à la génétique, aux causes liées à la génétique? Le dépistage précoce est la meilleure méthode pour freiner. D'accord. Parce que si je sais que je suis diabétique, si je sais que je suis hypertendu, déjà, je dois prendre mes précautions. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. Mais il faut la prévention primaire. Éviter de devenir diabétique, éviter de devenir hypertendu. C'est ça. Et c'est pour cela qu'il y a des médecins conseillers, des nutritionnistes qui sont disponibles maintenant au Togo, chez lesquels on peut prendre des conseils. Il y a les médecins de famille, surtout les médecins généralistes qui sont dans les privés. Il y a des gens qui sont formés pour donner les conseils. Il y a même des infirmiers, des nutritionnistes, des psychologues aujourd'hui au Togo qui sont disponibles à transmettre ces connaissances à la population. D'accord. Donc, il faut un dépistage rapide. Un dépistage rapide. Et quand vous êtes dans une famille où vous savez qu'il y a un parent qui a déjà eu l'une des maladies, peut-être qui est hypertendu ou diabétique, vous pouvez vous-même aller à l'hôpital, vous faire dépister sur votre état de santé? Le dépistage primaire débute à la maison. D'accord. C'est la connaissance déjà que j'ai un parent, un proche qui est diabétique, qui est hypertendu. La plupart, déjà les médecins les conseillent d'avoir des tensiomètres, des glucomètres à la maison. Donc si mon papa a un tensiomètre, pourquoi ne pas profiter, prendre ma tension? Si mon papa a un glucomètre, pourquoi ne pas profiter, prendre ma glycémie?
Il y a des consultations foraines qui sont organisées. D'accord. Est-ce que l'urbanisation et la sédentarité aussi ont un rôle à jouer dans ces maladies dont nous parlons aujourd'hui? L'urbanisation en soi n'est pas un facteur, mais la sédentarité, oui. D'accord. Mais l'urbanisation vient en lui un autre facteur parce que maintenant, on est mécanisé. Quand nous prenons les Européens, ils sont urbanisés, mais ils marchent beaucoup. Oui. Mais nous, c'est le contraire. C'est-à-dire que pour quitter ma maison, j'ai une moto, je démarre et j'y vais. Or, l'Européen, il marche à la Ou station, aller à l'arrêt de bus ou au métro. au métro. C'est la différence. C'est la différence. Et c'est pourquoi nous devons cultiver l'habitude de marcher. C'est l'une des activités qui peuvent nous aider à éviter surtout le diabète. La marche, bon, on ne peut pas dire le sport à tout le monde, mais la marche, c'est déjà du sport. D'accord. On peut conseiller la marche. Donc, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a une moto ou une voiture, ou même on a les motos-taxis qui nous facilitent C'est ça. la tâche, qui sont un peu partout dans nos C'est quartiers. ça. Même pour aller juste à côté au marché, on prend le taxi, C'est ça. Même à 100 mètres, au lieu de marcher, on prend la moto. la moto. Donc, le mieux, c'est de privilégier la marche. La marche, D'accord. Pour éviter d'avoir surtout le diabète. le diabète. D'accord. Et donc, au-delà de ces facteurs ou bien de ces causes que nous venons de citer, est-ce qu'il y a d'autres habitudes qui font que le problème persiste dans notre mode de vie? Bon, il y a plusieurs habitudes. Je parlais des stress psychologiques. D'accord. Le stress psychologique peut être donné par plusieurs facteurs. Il y a les études, premièrement. Surtout nous qui font, les gens ont fait les longues études et on n'a pas le temps de se reposer. Et c'est un facteur de risque aussi. Il y a le stress familial, surtout à la maison où le papa n'arrive pas à subvenir aux besoins familiaux, il est stressé de subvenir à tout. Il y a maman qui est stressée tout le temps par les enfants parce qu'ils n'ont pas mangé à l'heure, parce qu'il y a l'habit qui est déchiré, parce qu'il faut aller à l'école. Il y a maman qui est très stressée. Il y a le stress du travail. C'est-à-dire on demande de nous beaucoup de compétences qu'on doit acquérir premièrement et qu'on doit donner dans des temps limités. Et c'est ça qui est autre facteur. Maintenant, le stress psychologique que je parle aussi, c'est la société, ce que la société veut de nous, ce que la société demande de nous. Cette pression-là sociale. Cette pression sociale. Désolé, je vais aussi le dire, dans cette contribution, il y a nos confessions religieuses qui sont aussi des facteurs de risque de santé. De tension, on va dire. De tension, parce que parfois, je n'ai rien contre les églises, mais le bruit qui sont faits dans les églises, je vous invite seulement un dimanche à être un des CHU. Vous allez voir le nombre de personnes qu'on amène au CHU qui ont fait des AVC à l'église. D'accord. Donc, c'est-à-dire, vous arrivez juste au CHU un dimanche et vous voyez les allers-retours. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a ce bruit également dans les lieux de culte également qui sont des facteurs de risque. C'est de la pollution sonore qui dérange très bien, pas seulement le cerveau, mais le cœur. Le cœur. Parce qu'il y a certains qui ne supportent pas Qui le ne bruit. supportent pas le bruit. Mais qui doivent obligatoirement aller à l'église. À l'église. Donc, il faut se connaître, on va dire, docteur. Il faut premièrement se connaître, mais il faut respecter le droit de chacun. Parce que je peux avoir ma maison à côté de l'église. Ce n'est pas seulement les églises, il y a les bars. Il y a les débits de boissons. C'est tout ça, il faut voir. D'accord. Parlant de qualité de vie des patients que vous gérez souvent, aujourd'hui, quelles sont les conséquences du diabète et de l'hypertension sur leur qualité de vie? Je viens de dire qu'on voit des patients après l'église avec AVC. L'une des problèmes qu'on voit surtout, c'est l'AVC. Quand il y a un diabétique, quand il y a un hypertendu, la prochaine étape, c'est l'AVC. C'est pourquoi, pour éviter d'être atteint d'un accident vasculaire, il faut toujours contrôler tout ce qu'on vient de dire, le diabète, sa la tension, sa glycémie. Sa glycémie. Et si on est atteint, c'est de prendre ces médicaments, de faire l'exercice physique, de prendre un régime alimentaire. Et c'est ça qui va nous aider à éviter
l'AVC. Quand on parle d'AVC, ça veut dire que c'est toute une vie qui est chamboulée lorsque vous passez par cet accident. Ce n'est pas une vie seulement, c'est des vies. Parce que si, par exemple, j'ai un père qui fait un AVC et qui est grabataire, je dois laisser plusieurs de mes activités pour prendre soin de lui. Donc, c'est pas une vie, mais c'est des vies. Vous êtes dans plusieurs centres de santé. Quand on prend c'est le taux lié aux maladies non transmissibles, et quel est l'impact selon vous de ces maladies? Comment ces maladies affectent aujourd'hui le système de santé? Comment vous vous en sortez? La plupart des temps, on ne s'en sort pas très bien. L'impact est très grave, surtout sur les risques d'accidents vasculaires, soit cérébraux ou bien pulmonaires, ou bien même des membres inférieurs, parce que ce n'est pas seulement l'AVC, il y a l'embolie pulmonaire, il y a les cardiopathies qui sont dues à tout ce que nous citons comme diabète et puis hypertension. Il y a même les thromboses veineuses qui sont là. Et dû à notre sédentarité aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la prise en charge est coûteuse. C'est vrai qu'il y a l'assurance maladie qui est mise en place par l'État, mais combien de personnes sont capables de même ajouter de l'argent sur cette assurance pour se prendre en charge? Néanmoins qu'hier, il y a une patiente au CHU Sylvanus Olympio qui voulait décharger parce qu'elle n'a pas les moyens de prendre en charge son pied diabétique, mais elle a l'assurance AMU. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement l'assurance. L'assurance ne couvre pas tout. Ça couvre beaucoup, mais il faut avoir un petit sou pour... Il faut avoir un peu de moyens pour compléter. C'est ça, pour compléter. L'assurance prend en charge 80%. Un taux, maintenant, les 20%, vous les trouvez où? C'est le grand souci. Donc, l'enjeu, premièrement, est financier. Et le personnel est souffrant aussi parce que chaque temps, on doit prendre en charge des gens, on doit supporter des gens. Et c'est vraiment alarmant. Est-ce que les patients qui vous reviennent souvent, c'est souvent quelle tranche d'âge? Parce qu'avant, quand on dit diabète, hypertension, c'est souvent des patients âgés. On se dit, il est à la retraite, il ne bouge plus, il ne travaille plus. Mais aujourd'hui, quelle est la tranche d'âge de ces patients qui viennent vers vous avec ces maladies? J'aimerais vous informer que quand on parle de diabète ou d'hypertension, il y a le primaire et le secondaire. Donc, pour le diabète, nous avons le diabète de type 1 qu'on trouve chez surtout les enfants. C'est le diabète juvénile. Et on parle de l'HTA. Il y a des enfants déjà qui sont hyper tendus. J'étais avec mon aîné au CHU Campus, le docteur Badabake. Et on a actuellement un jeune de 16 ans qu'on ne peut pas contrôler son diabète. Il est sous insuline, mais ça ne va pas. Donc, actuellement, les tranches d'âge se varient, déjà de 10 ans jusqu'à la mort. Donc, c'est ce qui est vraiment alarmant. Parce que il y a en pédiatrie, que j'ai vu avec un de mes collègues, un enfant de 10 ans qui était déjà diabétique. Donc, ça veut dire qu'il a reçu ça de son père et de sa mère. Et quand on a fouillé, c'était vraiment que le papa est diabétique. C'est génétique. C'est génétique pour lui. Le papa est diabétique, la maman est diabétique. Et les grands-parents sont diabétiques aussi. Donc, c'est de ça qu'on parle. Faut pas, je dis souvent à mes amis, il ne faut pas tomber amoureux, mais il faut rentrer dans l'amour. Et puis, il faut contrôler sa santé pour pouvoir protéger la progéniture. C'est ça. Aujourd'hui, dans notre mode de vie, on doit penser à demain. On doit penser à demain. Qu'est-ce qu'on laisse aux enfants demain? Ce n'est pas seulement l'héritage dont on parle. Ce n'est pas seulement l'héritage. Donc, aujourd'hui, il y a l'héritage sanitaire. Oui. C'est très important, l'héritage sanitaire. Ce n'est pas seulement la pièce où se coucher, mais l'héritage sanitaire, c'est très, très important. C'est pourquoi on doit se préserver nous-mêmes premièrement et préserver notre progéniture.
Vous êtes sur Radio Jenna dans votre émission Santé Assure. Nous parlons des maladies non transmissibles parce qu'on a constaté, les spécialistes l'ont constaté également, il y a un taux croissant des maladies telles que l'hypertension, le diabète. Et nous en parlons aujourd'hui avec Dr Agbeko Sogbo. Il est médecin au CHU, docteur en spécialisation de la médecine interne. Alors, tout à l'heure, docteur, on a parlé des causes. Il y a l'AVC, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu quand on a le diabète ou l'hypertension. Mais est-ce que toutes ces maladies peuvent être contrôlées? Rien ne peut pas être contrôlé. Tout peut être contrôlé. C'est pourquoi nous avons les préventions primaires, les préventions secondaires, les préventions tertiaires. Ça dépend du niveau de chaque patient. C'est pourquoi les conseils, je ne suis pas venu ici pour donner conseils. Non. Pourquoi? Parce que les conseils sont patient dépendants. Ouais. Selon le profil du patient, on sait quoi le dire. Donc, je ne vais pas dire à un patient, ne mange pas ceci, et à l'autre patient, mange ceci. Ça dépend. Donc, un patient ne doit pas prendre ce qu'on a dit à l'autre patient. D'accord. Chaque personne Chaque patient a sa spécificité. a sa spécificité. C'est pourquoi tout le monde doit voir un médecin. Ce n'est pas que, on m'a conseillé de ne pas manger l'haricot, donc toi, tu ne manges pas l'haricot, non. On t'a conseillé de ne pas manger l'haricot dû à ton profil, dû à ce que le médecin a vu, dû aux examens paracliniques. Mais on voit les examens paracliniques coûteux, mais prendre en charge la maladie est plus coûteux que d'aller faire les bilans chaque année. Donc, nous conseillons à la population de cultiver cette habitude, au moins de se rendre à l'hôpital et faire les bilans chaque année minimum. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire le nombre de cas de diabète et d'hypertension? Quelles sont les habitudes qu'on doit faire, les mesures préventives? Déjà, les mesures préventives, c'est ce qu'on fait ici. C'est la sensibilisation, premièrement. Deuxièmement, c'est le dépistage. Après tout, le dépistage, chacun a son conseil, selon ce qui... Parce que quand vous êtes dépisté, on vous dira ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire. Mais en général, il faut réduire le stress, faire les activités sportives et aussi éviter de s'énerver chaque temps. Ça, c'est un mot que je tiens vraiment à apporter. La colère. Parce qu'une des causes du diabète, c'est le stress psychologique. C'est l'une des causes. Et la colère, nous savons que c'est une cause psychologique déjà. Donc, ça, je tiens vraiment à porter à la connaissance de tout le monde de réduire cette habitude d'avoir le stress psychologique dû à la colère. L'obésité. Oui, l'obésité, c'est un grand facteur que ces derniers temps, nous parlons, mais nous, il y a certains, on s'abstient de parler parce que ça porte parfois en traite psychologique à des personnes vulnérables. Mais quand ces personnes viennent chez nous, on sait comment les entretenir sur les obésités. C'est très difficile de concevoir qu'on est obèse. C'est très, très difficile. Hier, je discutais avec un médecin et elle n'a pas mangé. Tu la disais, faut pas penser que tu es obèse et tu ne vas pas manger. Les autres collègues se sont mis sur moi et dit, docteur, tu dis à la fille qu'elle est obèse. Donc, nous voyons que déjà, c'est un traumatisme psychologique. Donc, on essaie d'éviter de dire aux gens qui sont obèses, mais quand ils sont avec nous, il y a les moyens de les encourager à réduire le poids. Donc, comme c'est mentionné déjà, l'obésité, c'est un très grand facteur de risque. Et du diabète, de la tension, pas ça seulement, et d'autres maladies. Et c'est un facteur de la dyslipidémie. La dyslipidémie, c'est quand nous avons, souvent on dit le cholestérol qui est très élevé, tout ça là. Donc, c'est un grand sujet à discuter sur le terrain. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'obésité, mais l'autre constat sur le terrain avec les jeunes, surtout les jeunes femmes, c'est d'avoir, certaines formes, je vais parler de la forme physique, et on est tenté à aller vers la prise de certains produits pour pouvoir grossir ces parties de son corps et tout. Est-ce que cela ne vous fait pas peur? Quand je dis ne vous fait pas peur, est-ce que vous ne craignez pas plus tard qu'il y ait d'autres soucis liés aux Ce n'est pas maladies, seulement grossir qui est le problème, mais c'est devenir teint clair aussi qui est autre problème. Ah, d'accord.
Donc, l'autre problème aussi des médecins, oui, c'est cela. Oui, parce qu'actuellement, nous avons des diabètes qui sont induits par des produits chimiques qui sont appliqués, mais qui ont surtout de la cortico induit en eux. Donc, nous avons des diabètes cortico-induits. Et nous retrouvons ça surtout chez les jeunes femmes. Nous retrouvons surtout chez les jeunes femmes. On veut devenir clair par des produits chimiques. Et ça, c'est un enjeu de santé publique. Maintenant, on veut devenir obèse aussi pour avoir... On veut avoir de grosses fesses, une grosse poitrine, on s'injecte des choses, on prend des comprimés, des tout crèmes. Ça, la médecine, je ne sais pas si on va pouvoir contenir dans les jours à venir. Parce que les maladies qui s'en découvrent, c'est des maladies non connues, les traitements non connus. Et ça nous interpelle à financer des recherches encore et pour pouvoir être à la page. Et donc, quand vous dites diabète, parce que la majorité sont les femmes qui veulent éclaircir leur peau. Ce n'est pas seulement les femmes, nous avons des hommes aussi. maintenant. Éclaircir sa peau, c'est le problème de la jeunesse. C'est ça. Et ça veut dire que ça vous pousse également, ça peut vous pousser également vers le diabète. Très fortement, à 80%. C'est par rapport au produit ou bien... C'est par rapport au produit. D'accord, ça veut dire que le problème est assez profond. C'est assez profond. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain quand on parle de prévention? Oui, la sensibilisation se fait, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas venu pour dire à quelqu'un ne mange pas ceci, mais qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour amener le citoyen à prendre conscience? Ce n'est pas à comprendre la maladie, mais aujourd'hui à prendre conscience. La prise de conscience, elle est initialement, je vais dire, domestique. C'est vous et moi, nos frères et sœurs, nous devons commencer à les conscientiser, à les parler des enjeux qu'on connaît du diabète. Et à ceux qui sont atteints du diabète et de l'hypertension, on doit les conseiller à accepter premièrement leur maladie. Ça, c'est le plus grand souci. Les gens n'acceptent pas qu'ils sont diabétiques, les gens n'acceptent pas qu'ils sont hypertendus. Même des gens sont paralysés. Ils n'acceptent pas que c'est le diabète de la tension qui a causé leur paralysie. On pense que le diabète, la tension, l'AVC, c'est quelque chose qui est manigancé spirituellement contre nous. On ne refute pas, parce que nous sommes en Afrique, ça peut être possible, mais il y a la médecine qui est là pour étayer les choses. On doit accepter premièrement la maladie et après prendre soin de cette maladie. C'est la première des choses. La deuxième, c'est comment éviter cette maladie quand un des parents est atteint. Nous conseillons aux jeunes d'aller toujours à l'hôpital avec leurs parents. D'accord. Si j'ai un papa qui est atteint du diabète, je ne le laisse pas aller seul à l'hôpital. Je l'accompagne. Les conseils qu'on va le prodiguer va me bénéficier. Peut-être que le médecin, en me voyant, va dire « toi, ça, ça, ça ». Et c'est des consultations qu'on reçoit gratuitement. Parce que vous êtes juste à côté de votre parent. On conseille aux parents de ne pas se débrouiller pour aller à l'hôpital seul, mais de se faire accompagner de leur enfant. Même si c'est les petits-enfants, c'est bénéficiaire. D'accord. Voilà qui est dit. Alors, quels sont les traitements disponibles pour le diabète et l'hypertension aujourd'hui au Togo? Pour le diabète, nous avons les traitements qui varient. Premièrement, c'est l'éducation thérapeutique, l'hygiène alimentaire. Après, nous avons les médicaments par voie orale qui sont destinés à réduire le taux de glycémie. Et aussi, nous avons l'insuline. D'accord. Nous avons différents types de médicaments, on n'est pas là pour les citer. Il y a différents types d'insuline aussi qui sont disponibles au Togo. Les pharmaciens font l'effort de mettre en place tout ce qui est moderne et qui peut sauver la population. Les médecins aussi s'engagent dans les prescriptions à prescrire tout ce qui est mieux pour la population. Mais ce qui freine, c'est nos poches. Parce qu'on peut prescrire, mais on ne peut pas acheter. Oui. On peut prescrire, mais on ne peut pas acheter parce qu'on n'est pas préparé pour cela. On n'a pas les moyens financiers pour pouvoir gérer. Alors, quelle est donc l'importance du suivi médical régulier pour la gestion de ces maladies chroniques? Le suivi, c'est très important.
initialement, elle est journalière. Après, on peut décaler 2-3 jours. Après, on peut aller en semaine, on peut aller en 2 semaines et on peut aller dans un mois. Mais ça dépend de l'évolution de la maladie, ça dépend de la prise de conscience du malade et ça dépend des médicaments utilisés. Donc, il faut suivre régulièrement Très régulièrement. son état de santé. Chez les diabétiques et chez les hypertendus, ce qu'on crée, c'est l'inverse. D'accord. C'est l'hypoglycémie et l'hypotension. D'accord. Donc, quand on prend les médicaments, on doit contrôler sa glycémie. Un médecin peut te dire tu contrôles chaque matin, il peut dire à un autre tu contrôles chaque soir, il peut dire à un autre tu contrôles chaque midi, et il peut dire à un autre tu contrôles juste après le repas. C'est pourquoi chaque patient a son profil. Et c'est dépend du profil que le médecin te dit ce qu'il faut faire. On peut te dire ça, tu injectes et tu prends encore le médicament. On peut dire à l'autre, toi tu injectes seulement. On peut dire à l'autre, toi tu prends le médicament uniquement seulement. Que des médicaments. C'est ça. Donc tout le monde a son profil et dépendant de la compétence du médicament que tu utilises aussi, c'est l'évolution. Un suivi médical avec une alimentation saine. Saine. Et un peu de sport et puis vous pouvez contrôler cette maladie. C'est ça. D'accord. Alors aujourd'hui, quelles sont les stratégies selon vous que le gouvernement pourrait mettre ou bien adopter pour pouvoir freiner l'augmentation de ces maladies chroniques? Le gouvernement a déjà débuté. Le gouvernement fait une grande partie. Dans ces derniers temps, le gouvernement a mis en place l'assurance maladie universelle pour pouvoir donner l'accès aux soins à toute personne qui en a besoin. Elle est là déjà, elle fonctionne. Il y a déjà les élèves dans les écoles qui bénéficient de l'AMU. Scolassure. Donc, c'est déjà un grand avancement. Il y a déjà l'avancement chez la femme enceinte. Il y a Wezo qui est là. Il y a beaucoup de programmes qui sont là pour soutenir et accompagner la femme enceinte surtout. Parce que ce n'est pas seulement elle, mais c'est 2 vies ou 3 vies qui sont en jeu là-bas. Il y a aussi la création des hôpitaux, l'équipement des hôpitaux que le gouvernement continue de faire malgré que c'est insuffisant. Mais c'est déjà de l'effort. Le gouvernement a mis en place des organisations, des systèmes qui gèrent les maladies chroniques non essentiellement transmissibles. Il y a des commissions qui sont mises en place pour ça. Et à part ça, il y a la formation des médecins, des diabétologues, des assistants, des médecins spécialisés. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est les psychologues que l'État a mis en place. Vous parlez régulièrement dans cette émission, vous revenez sur la question du psychologue. Dans la gestion des maladies chroniques, quel est le rôle d'un psychologue? Le psychologue est la personne première à faire comprendre au malade qu'il souffre d'une pathologie. Parce que accepter sa pathologie, c'est déjà le premier pas. D'accord. C'est pour ça que le psychologue est important. Maintenant, pour continuer le traitement, c'est difficile de prendre un produit chaque jour. C'est difficile de suivre sa glycémie, chaque jour se piquer, c'est difficile. Même vous êtes ici sans envie de prendre un médicament chaque matin, c'est très difficile. C'est pourquoi il faut un apport psychologique. Il faut un accompagnement psychologique. Comment renforcer donc la collaboration, selon vous, entre les professionnels de santé que vous êtes, les patients et même la communauté pour que le problème soit réglé aujourd'hui? Et c'est ça que nous faisons déjà. Par exemple, il y a personnes qui ne sont pas au courant qu'il y a des psychologues qui peuvent prendre en charge les maladies chroniques. Déjà, l'information est passée. Nous devons avoir cette information sur le terrain, savoir que nous avons des personnels disponibles pour pouvoir nous prendre en charge. De 2, c'est de conseiller aux gens d'aller à l'hôpital quand ils sont malades. De 3, c'est de savoir son niveau. Je suis médecin, je fais le diagnostic, je mets le traitement, je donne les premiers soins, je donne les conseils. Maintenant, je dois envoyer chez qui de droit. Je suis infirmier, je fais le dépistage, je fais ce que je dois faire, j'envoie chez qui de droit. Je ne peux pas tout accumuler. Je ne fais pas les soins, moi. Donc, quand je fais le diagnostic, j'envoie chez l'infirmier, l'infirmier fait les soins nécessaires.
Pour notre suivi, j'envoie chez le psychologue. Quand ça me dépasse, j'ai un aîné, je l'envoie. Donc, c'est ça aussi qui est très nécessaire dans la gestion du malade. Alors, docteur Sogbo, l'autre problème, ou bien l'autre problématique, c'est la médecine traditionnelle face aux maladies chroniques non transmissibles. Parce que le problème est là. On dit, vous avez le diabète, prenez tel médicament, telle potion, tel mélange comment on dit, d'herbes, ou bien, je ne sais pas comment le dire. Et vous pouvez réduire, ou bien traiter votre diabète, vous pouvez réduire votre tension. Quel est votre positionnement par rapport à ces informations? C'est un enjeu de santé publique. La médecine orthodoxe était autrefois la médecine traditionnelle d'un pays qui a évolué. Nous prions aussi que nous allons faire développer notre médecine traditionnelle, mais il faudrait respecter les normes. Si moi je pense que j'ai un produit qui guérit le diabète, je dois m'approcher des praticiens, je dois m'approcher des institutions étatiques pour faire les analyses nécessaires sur mon produit et prouver vraiment que mon produit guérit le diabète. Ce n'est seulement que le samedi, il y a un de nos professeurs vénérés qui nous faisait savoir que bientôt il y aura un essai clinique sur des produits traditionnels à l'université de Lomé pour voir si vraiment ça guérit le diabète. Donc, il y a la collaboration médecine traditionnelle, médecine orthodoxe qui va nous donner un grand élan dans le traitement si nous sommes conscients. C'est pour cela que nous parlons de consommer local. Je pense que ça aussi, c'est consommer local. Mais il faut aller vers les recherches il faut aller vers les recherches scientifiques établies, suivre les normes, les procédures étatiques et internationales, être accrédité avant de pouvoir les mettre en place. Parce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'ils vont vers ces personnes qui sont dans la médecine traditionnelle, mais sur Internet, sur les réseaux sociaux, on vous dit faites tel mélange et puis vous allez réduire votre tension, faites tel mélange, vous allez réduire votre taux de cholestérol et tout, ou bien de glycémie. Et tout ça, c'est un problème aujourd'hui. On dit souvent que la vérité ne se vend pas. C'est pourquoi vous allez voir que sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas là. Nous sommes préoccupés par notre travail. Vous êtes dans les centres de santé. C'est ça. Donc, souvent, on ne suit pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais le problème est qu'après tout ça, ils reviennent vers nous. Parce que quand vous prenez ces produits, il y a le rein aussi qui est le foie. Actuellement, il y a des maladies, comme je l'ai dit, qu'on ne connaît même pas les étiologies. Parce que nous prenons des choses, nous ne connaissons pas la constitution. Avant, les cancers du foie, les cirrhoses du foie, les insuffisances rénales n'étaient pas d'actualité. Mais aujourd'hui, chaque jour, quelqu'un doit être dialysé, quelqu'un a besoin de la transplantation du foie qu'on ne fait pas encore au Togo, quelqu'un est décédé parce que son foie ne fonctionne pas bien. Ça, c'est des enjeux de santé que nous devons apporter sur la table et discuter chaque jour pour voir comment améliorer la santé de la population. Donc, il faut faire attention aux informations que les gens trouvent sur les réseaux sociaux et tout. Je viens de dire que la vérité ne se vend pas. Donc, ce qui est sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est la vérité. Il faut faire très attention par rapport à cela. Alors, docteur, pour finir, bouillon de cuisine et maladies chroniques. Les bouillons de cuisine, ça dépend de l'origine. Les bouillons qu'on trouve souvent industrialisés, transformés. C'est pourquoi je dis que ça dépend de l'origine. Il y a des bouillons qui sont faits à la mer, artisanal, à la maison. Et que c'est la maman qui fait, elle connaît comment elle a fait ça avec amour pour ses enfants. Avec les mélanges d'épices. D'épices qu'elle a fait pour ses enfants. Mais si je vais faire ça et commercialiser, ça dépend de l'amour que j'ai pour la population. Mais si je suis seulement un capitaliste qui veut m'acquérir de l'argent, bon, je vais aller avec tous les produits qui sont agréables à la bouche, mais qui vont durer à la santé. Donc c'est pour ça l'État aussi a mis en place des structures qui vérifient nos restaurants, nos usines. Mais pour que ça soit fait, nous devons déclarer tout d'abord. Nous devons accepter ces contrôles. Nous devons accepter que les médecins, les services d'hygiène viennent nous contrôler ce qu'on mange. Mais combien de personnes acceptent, c'est ça le problème. Donc, votre conseil, c'est de faire plus les bouillons de cuisine à la maison. Vous savez ce que vous mettez dedans?
Ça, c'est une vérité, mais est-ce que les bouillons de cuisine, c'est toujours nécessaire? La question demeure. Quel sera donc votre message pour finir? On est en train de terminer. Mangez sainement, vivez sainement, faites le sport, buvez assez d'eau dans la journée, reposez-vous et évitez le stress. Merci beaucoup, Dr Agbeko Sogbo, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes médecin au CHU, docteur en spécialisation de la médecine interne. Vous allez revenir pour qu'on parle des spécificités en rapport avec la médecine interne. Santé Assure, chers auditeurs, s'arrête ainsi. Merci de nous avoir suivis. On a parlé des maladies chroniques non transmissibles, diabète, hypertension. Notre invité du jour en a parlé. Faites attention à ce que vous mangez, faites attention à votre tension, à votre glycémie et surtout, marchez beaucoup. On ne va pas vous demander d'aller courir, mais marchez. Marchez pour aller au marché. Marchez, sortez, bougez pour pouvoir être en bonne santé. Je suis Edwige Apedo. À très bientôt.